TA 6416, étude des difficultés à apprendre. Le thème de la présentation est le suivant, comprendre et expliquer l'individu lors de difficultés à apprendre. Le but de la présentation est le suivant, pour comprendre et expliquer les difficultés à apprendre, il est important d'en approfondir les diverses composantes qui forment l'interaction contexte-individu. La présentation a pour but d'approfondir les facteurs de l'individu, soit le bagage et le processus d'apprentissage de l'élève. Le plan de la présentation est le suivant. Le modèle de l'apprentissage autorégulé dans des activités complexes est d'abord introduit en insistant sur les facteurs de l'individu pour expliquer les difficultés à apprendre. Ce sera suivi par la présentation approfondie de ces facteurs de l'individu, soit le bagage de l'apprenant, le processus d'apprentissage selon les facteurs cognitifs et le processus d'apprentissage selon les facteurs affectifs. Dans le modèle de l'apprentissage autorégulé dans des activités complexes, au centre se trouve le processus d'apprentissage de l'élève. Ce processus d'apprentissage est fondamentalement cyclique, car il est un processus autorégulé, où on voit l'ensemble des facteurs cognitifs et affectifs qu'il compose et ils sont objets de médiation par des facteurs affectifs tels que la motivation et les émotions. Ce processus d'apprentissage est rendu possible par la mobilisation du bagage des apprenants, ce bagage étant constitué de leurs connaissances, de leur rapport au savoir, de divers facteurs que nous verrons dans le cadre de cette présentation. Nous commençons par le bagage de l'apprenant et les difficultés à apprendre. Cette partie traitera des connaissances antérieures, des connaissances métacognitives, du rapport au savoir, des expériences d'élèves de communautés autochtones et des expériences des élèves issus de l'immigration récente. La question qui se pose dans cette partie est la suivante. Comment le bagage de l'apprenant peut-il jouer dans les difficultés à apprendre? Les connaissances antérieures. Les connaissances antérieures sont constituées de connaissances sémantiques, par exemple théoriques, telles que des définitions, ou épisodiques, par exemple obtenues à la suite d'expérimentations. Ces connaissances que l'élève possède en mémoire avant de réaliser une activité. Ces connaissances portent sur le sujet à l'étude ou le domaine d'apprentissage. Les connaissances métacognitives consistent en toute connaissance ou activité cognitive qui a pour objet ou qui régule un aspect d'une entreprise cognitive. La conscience qu'a un élève de ses processus cognitifs alors qu'il apprend, ses connaissances métacognitives telles que développées par Flavel, et l'utilisation de cette conscience ou de ces connaissances afin de superviser ces processus d'apprentissage relève de l'autorégulation telle qu'approfondie par Brown et ses collègues. Les connaissances portent sur l'élève en tant qu'apprenant, les stratégies cognitives et d'autorégulation de l'apprentissage, l'activité en soi à réaliser, ses exigences, les tâches à réaliser, les critères de performance. Ces connaissances sont acquises par l'expérience, intentionnellement ou automatiquement activées. Les difficultés relatives aux connaissances antérieures et métacognitives sont variées. Les difficultés apparaissent lorsque ces connaissances sont incomplètes, erronées ou utilisées inadéquatement. Cela peut se produire dans des activités complexes, par exemple dans lesquelles diverses tâches seront proposées et il peut arriver que les élèves aient des connaissances incomplètes, erronées dans ce contexte ou qu'ils les utilisent inadéquatement. Les connaissances incomplètes, erronées ou utilisées inadéquatement peuvent aussi se trouver dans le cas des stratégies, qu'elles soient cognitives ou d'autorégulation de l'apprentissage, dans le cas de la reconnaissance de structures de présentation de l'information et aussi dans le cas de connaissances sur les sujets abordés.
Butler et Schneller insistent sur le fait qu'il est important de soutenir l'autorégulation des élèves qui ont des troubles d'apprentissage, notamment, afin qu'ils développent leurs connaissances métacognitives à propos de leurs forces et de leurs besoins, et qu'ils puissent construire sur cette connaissance les moyens nécessaires pour naviguer dans les tâches à réaliser. Le rapport au savoir. Le rapport au savoir est l'ensemble organisé des relations qu'un sujet entretient avec tout ce qui relève de l'apprendre et du savoir. L'apprentissage peut faire sens par rapport à l'histoire du sujet, à ses attentes, à des repères identificatoires, à l'image de soi, à la vie qu'on veut mener ou au métier qu'on veut faire. En référence à cet ancrage des mobiles dans l'identité du sujet, on parle alors du rapport identitaire au savoir. 3 types de rapports à l'école et au savoir ont été identifiés par Charlot et ses collaborateurs. L'attachement à l'école et au savoir pour leurs valeurs intellectuelles et culturelles. L'attachement à l'école et au savoir pour leurs valeurs instrumentales ou marchandes. L'école, les savoirs sont importants pour avoir un bon métier, par exemple. Et le savoir, le désengagement ou le manque de sens des savoirs scolaires. Ce problème peut se manifester notamment lorsqu'on entend des adolescents demander par rapport aux tâches scolaires à quoi ça sert, qu'est-ce que ça donne, et lesquels au final demandent est-ce que ça compte, au moins pour l'évaluation. Les élèves en difficulté mettent plus souvent l'accent sur la valeur utilitaire de l'école et des apprentissages ou se montrent désengagés. Ça doit servir ou encore ça ne vaut pas la peine. Ça ne sert à rien. Difficultés relatives au rapport au savoir. Pour les élèves en difficulté, Bernadin nous rappelle que l'école est essentiellement faite pour avoir un bon métier. Il s'agit d'aller le plus loin possible et pour cela de réussir à passer de classe en classe. L'école étant ainsi instrumentée dans la perspective du futur professionnel. Les élèves n'investissent que ce qui leur apparaît utile, que ce soit pour avoir une bonne note, remonter la moyenne et ainsi passer dans la classe supérieure ou pour le métier envisagé. Apprendre consiste à écouter le maître ou la maîtresse, à mémoriser par cœur, surtout si on a un contrôle le lendemain. Donc, on voit ici ce rapport instrumental, utilitaire. Il n'y a pas de valeur nécessairement culturelle ou intellectuelle à apprendre. Quand les règles du jeu scolaire sont entendues comme faire ce que l'enseignant nous demande, et liquider son travail et ses devoirs pour être en règle, les activités sont vécues comme se succédant sans lien ni entre elles, ni avec ce qui a précédé ou suivra, et pas plus en rapport avec un contenu ou un domaine d'activité spécifique. Cet aveuglement quant au but et au sens des activités condamne ces élèves à ne pouvoir juger leur travail que par l'entremise de l'enseignant et alimente leur besoin d'aide. Ainsi, on veut faire ce que l'enseignant demande, on veut se conformer à ses attentes et on devient, par le fait même, dépendant du jugement de l'enseignant. Expérience d'élèves de communautés autochtones. Les élèves autochtones ont de grands défis à relever pour atteindre le niveau de scolarité des élèves québécois, et ce pour plusieurs raisons, dont celle des difficultés scolaires ou d'apprentissage, du manque de motivation ou d'engagement. Ces élèves n'ont pas nécessairement la même perception du milieu scolaire que les élèves appartenant à d'autres communautés autochtones ou autres. À partir d'une approche d'enseignement fondée sur la culture autochtone, 8 façons d'apprendre ont été identifiées. L'observation et l'imitation, l'essai et la rétroaction, et non pas l'essai et erreur, non pas l'instruction verbale,
en petits groupes dans un environnement non compétitif plutôt qu'individuellement, concrètement en opposition avec l'apprentissage de concepts abstraits et théoriques, par le mouvement et la manipulation, par l'échange et le partage avec les autres, d'une façon spontanée et intuitive, d'une façon holistique, compréhension du concept dans sa globalité, en opposition avec l'apprentissage séquentiel par étapes, et par les aspects visuels et spatiaux. Par exemple, l'importance de l'image, de la métaphore et des détails, perception conceptuelle globale. Donc, on voit ici une appropriation du global au spécifique. On peut se demander dans ce cas comment l'école actuellement organisée offre un contexte favorable ou difficile pour l'apprentissage dans cette culture autochtone. Expérience d'élèves issus de l'immigration récente. Des témoignages d'élèves et d'enseignants de ces classes révèlent la nécessité de tenir compte de la déstabilisation identitaire vécue par les élèves et de la frustration à ne pas pouvoir actualiser en français les savoirs scolaires très bien acquis dans une autre langue. Les élèves issus de l'immigration récente ont une double adaptation à réaliser, l'adaptation au pays et l'adaptation à l'école, à la classe. Ils doivent s'adapter aux changements associés à l'immigration dans un nouveau pays, changement de langue, de classe sociale, des difficultés associées à l'immigration causées par la violence, des enfants qui arrivent de contextes de guerre, par exemple. Et ils doivent s'adapter au système scolaire, aux demandes de celui-ci, tout en apprenant une nouvelle langue, dans certains cas. Donc, plusieurs défis à relever. Au regard des difficultés associées à la langue, dans plusieurs cas, les élèves doivent apprendre une nouvelle langue qui n'est pas toujours maîtrisée lors de l'arrivée dans une classe ordinaire. Il leur est alors difficile de formuler leurs apprentissages dans la nouvelle langue, même si ces apprentissages sont déjà réalisés. Par ailleurs, presque tous les élèves immigrants font face à un certain deuil d'un ensemble de repères humains, physiques et symboliques. Il y a également le cas d'élèves immigrants en situation de retard scolaire pour causes multiples. Par exemple, une scolarité interrompue par la violence et par des trajectoires migratoires chaotiques. Qu'on pense à des enfants qui ont passé des mois, voire des années dans des camps de transition, des enfants qui ont vécu la situation de guerre dans laquelle l'école était fermée. Pour conclure cette partie, alors comment le bagage de l'apprenant peut-il jouer dans les difficultés à apprendre? Il a été question dans cette première partie des connaissances antérieures, des connaissances métacognitives sur les activités scolaires, ce rapport au savoir que l'on peut entretenir. Les expériences constituent le bagage des élèves avec lesquels ils arrivent et qui sont des forces pour réaliser certains apprentissages et parfois peuvent jouer le rôle d'obstacle dans certains contextes qui leur sont présentés. Processus d'apprentissage de l'apprenant et difficultés à apprendre. 2 catégories de facteurs seront traitées, les facteurs cognitifs et les facteurs affectifs. Pour cette partie, la question que l'on peut se poser est la suivante. Comment le processus d'apprentissage peut-il, à son tour, jouer dans les difficultés à apprendre d'un apprenant? Alors, à la lumière de l'ensemble des facteurs cognitifs et affectifs, quelle est la dynamique qui se crée dans un contexte donné qui peut à la fois servir de force pour l'apprentissage, mais aussi, dans certains cas, agir comme obstacle pour y arriver? Sur le plan des facteurs cognitifs, d'abord l'interprétation des exigences de l'activité. Il s'agit d'une activité de réflexion. C'est une première étape critique de l'autorégulation de l'apprentissage. Elle donne la direction à suivre pour mener à bien les autres étapes de l'activité. Cette réflexion demande à l'élève de chercher activement les indices qui peuvent l'aider à reconnaître et à préciser les exigences de l'activité. Pour ce faire, il doit analyser le matériel écrit et les consignes. Il a à utiliser ses connaissances sur les attentes habituelles de l'enseignant.
Il doit se servir de ses connaissances sur ce type d'activité accumulées au fil de son histoire scolaire, ainsi que intégrer l'ensemble de ces informations. Ainsi, un élève analyse la consigne écrite, se dit qu'habituellement l'enseignant dans ce cas attend quelque chose X, Y ou Z et cet enseignant demande ceci, mais d'habitude les enseignants demandent autre chose. Alors l'élève traite l'ensemble de ces informations. L'interprétation repose sur plusieurs types d'informations. Le prérequis pour ce faire, pour aider l'élève, c'est d'avoir clairement identifié les exigences de l'activité, les tâches à réaliser et les critères de performance pour que l'élève les traite adéquatement. Toutefois, ceci ne garantit pas que l'interprétation des exigences sera faite dans le sens voulu par l'enseignant. L'élève va aussi se référer à son histoire scolaire. Les difficultés potentielles sont les suivantes. Il peut s'agir de compréhension partielle, dans le cas où un élève ne comprend pas bien les exigences de l'activité avant de l'entreprendre. Il peut en comprendre un certain nombre, mais pas l'ensemble des exigences demandées. Une compréhension inadéquate est aussi possible. L'élève peut avoir d'autres interprétations de l'activité que celles souhaitées par l'enseignant. Par exemple, une enseignante peut demander à ce que l'élève comprenne ce qui est demandé dans un texte, alors que l'élève comprend qu'il doit sélectionner et copier de l'information. Il peut aussi y avoir une compréhension qui ne va pas dans le sens souhaité. L'enseignante peut vouloir que l'élève approfondisse un sujet donné et l'élève peut plutôt vouloir travailler avec ses amis et avoir beaucoup de plaisir. Dans l'étude de Butler de 2003 auprès d'adultes ayant des difficultés d'apprentissage, les résultats suivants ont été obtenus. À la composante interprétation des exigences de l'activité, sur une centaine de participants, les types de difficultés étaient pour 59% d'entre eux de décrire les exigences de l'activité, alors que pour 27% d'entre eux, il s'agissait d'interpréter adéquatement les consignes. Les objectifs personnels de l'élève. Ils représentent les priorités qu'il se donne lorsqu'il a à réaliser une activité d'apprentissage. Ils peuvent être multiples et variés. Un élève peut vouloir apprendre, travailler avec ses amis, faire le plus vite possible, en faire le moins possible. Il peut vouloir avoir de bonnes notes, bien travailler, etc. Le prérequis, l'enseignant doit avoir clairement identifié les objectifs d'apprentissage de l'activité pour que l'élève puisse se situer en ce sens. Les difficultés potentielles sont de 3 types. Un élève peut poursuivre divers objectifs dont certains sont en compétition avec ceux visés par l'activité. Par exemple, finir le plus vite possible versus apprendre sur le sujet. Souhaiter éviter l'activité, par exemple, finir le plus vite possible. Remettre le travail sans réviser. Et enfin, souhaiter consacrer son travail à la poursuite d'autres objectifs, tels que travailler avec ses amis, etc. Les stratégies d'autorégulation de l'apprentissage. Les stratégies d'autorégulation de l'apprentissage sont des pensées et actions permettant à l'apprenant de gérer une activité d'apprentissage. Ces stratégies servent à planifier, à contrôler, à ajuster et à auto-évaluer l'apprentissage et la performance. En voici des exemples. Planification de stratégies cognitives, du temps, des étapes à accomplir, les ressources, etc. Tous ces aspects peuvent être planifiés, contrôlés, ajustés, auto-évalués à la fin de l'activité. Le contrôle et l'auto-évaluation sont 2 stratégies qui permettent de faire le point sur l'avancement du travail. Le contrôle se fait pendant la réalisation d'une activité et l'auto-évaluation à la toute fin. Voici des exemples de difficultés potentielles en revenant à l'étude de Butler en 2003 où on a vu chez les adultes ayant des troubles d'apprentissage
que 49% d'entre eux avaient des difficultés sur le plan des stratégies de contrôle et d'ajustement. 48% avaient de la difficulté à décrire les critères d'ajustement, alors que 10% ne s'ajustaient que de façon minime. À travers les problèmes de traitement de l'information que les étudiants qui ont des troubles d'apprentissage expérimentent, ont le défi de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui impliquent de résister à des distractions, de focusser ses comportements, sa planification et son organisation sur le travail et la pensée. Certaines théories parlent de fonctions exécutives, cette idée plus générale de traitement d'autorégulation. Alors, d'autorégulation de l'apprentissage, on est vraiment en fonction de l'apprentissage et du contexte scolaire. Autre situation. Comme les élèves qui ont des troubles d'apprentissage s'engagent dans des cycles de stratégie, il y a aussi un besoin d'avoir des perceptions motivationnelles qui supportent les efforts plutôt que les diminuent, qui supportent aussi la persévérance et l'engagement. Donc, ce cycle stratégique d'action. Voici un portrait de difficultés relatives à l'autorégulation de l'apprentissage tel qu'obtenu par Zimmerman. Dans le cas de ce qu'il appelle l'autorégulation naïve, les élèves ont des buts éloignés, non spécifiques, orientés vers la performance seulement, qui ont une perception d'auto-efficacité faible et du désintérêt. Ils ont un plan non spécifique lorsque vient le contrôle de la performance. Ils ont des stratégies nuisibles comme vouloir abandonner ou faire le plus vite possible. Et ils font de l'auto-ajustement seulement sur la performance, avoir une meilleure note, mais pas un auto-ajustement sur l'engagement. À la fin, dans cette auto-évaluation, ils font de l'évitement. Ils attribuent les problèmes sur les habiletés. Ils ont des réactions négatives par rapport à l'expérience et ces réflexions sont non adaptées. Il identifie 4 causes de dysfonctionnement de l'autorégulation, dont le manque d'expérience sociale, le manque d'occasion d'apprendre de manière autorégulée dans des activités complexes, à la maison, mais aussi à l'école. L'apathie ou le désintérêt, qui est plutôt une caractéristique de personnalité, les désordres de l'humeur tels que les manies ou la dépression, et le trouble d'apprentissage dans certains cas. Dans le cas des facteurs cognitifs, toujours dans le cas de l'autorégulation de l'apprentissage, se trouvent les stratégies de gestion de la motivation et des émotions. Par exemple, dans l'ouvrage de Cosnefroy en 2010, une enquête auprès des élèves adolescents a été faite à propos de leur stratégie pour réguler l'effort lors du travail scolaire à la maison. L'analyse des résultats des élèves à un questionnaire sur ce sujet a permis de regrouper les réponses en 5 catégories. La première qui met l'accent sur la gestion de la motivation par l'élève avec des indicateurs tels que je pense, je me dis. La classe 2 met l'accent surtout sur les difficultés éprouvées en faisant des tâches reliées aux disciplines scolaires. La classe 3 de réponse traite de la résistance aux distractions. La classe 4 sur le contrôle, les exercices, les examens, sur la révision, les tâches évaluées en fait. Et la classe 5 sur la gestion des ressources. Les catégories 3 à 5 traitent de stratégies externes à l'élève. La première classe traite plutôt de stratégies de contrôle personnel, je pense, je me dis, je fais. Et la deuxième catégorie traite des difficultés exprimées. On compare les résultats chez les élèves qui ont de meilleurs résultats scolaires et ceux qui ont de moins bons résultats scolaires. On observe que seulement la classe 5 de réponse montre une différence, et particulièrement autour de la planification. Les élèves qui ont de meilleurs résultats disent davantage planifier l'horaire, les stratégies qui permettent d'éviter la distraction ou la fatigue. Voici une autre enquête réalisée cette fois auprès d'élèves raccrocheurs. Il s'agit de jeunes de 16 à 19 ans qui retournent à l'école dans des écoles spécialisées pour raccrocheurs. Alors, école des 15-18, école Marianne, etc.
Cette étude a porté sur 5 activités d'apprentissage différentes. La première, c'est les stratégies d'apprentissage pour suivre une activité en classe. Alors, on remarque seulement 3 stratégies distinguent les élèves plus âgés des élèves plus jeunes. Et on voit quand même que les pourcentages ne sont pas très élevés d'élèves qui disent faire souvent ou presque toujours ces stratégies, comme par exemple me donner un but pour réaliser mon étude, clarifier mes objectifs. Alors, ceci se trouve plus fréquemment chez les élèves des groupes 18-19 ans, mais c'est quand même des stratégies qui ne sont pas utilisées très fréquemment. Sur le plan maintenant de faire un projet, on voit encore que les stratégies ne sont pas utilisées de manière très fréquente par l'ensemble des élèves et il y a 3 stratégies qui se distinguent pour les élèves plus âgés. Par exemple, je fais une liste des ressources qui peuvent m'aider à répondre à mes questions ou encore je vérifie les connaissances que j'ai acquises pendant un projet. Dans le cas de l'apprentissage par la lecture, quelques stratégies d'autorégulation distinguent les élèves plus âgés des élèves plus jeunes. Le pourcentage général d'élèves qui dit faire souvent ou presque toujours ces stratégies n'est pas très élevé. Les stratégies où il y a les réponses les plus élevées sont pour étudier pour un examen ou encore réaliser l'examen. On voit qu'il y a moins de différence entre les plus jeunes et les plus âgés et que les moyennes des stratégies sont plus élevées que dans les autres situations. C'est la même chose ici. Les stratégies sont rapportées être utilisées de manière plus fréquente dans ces 2 situations d'évaluation et moins fréquemment dans les situations reliées à l'apprentissage, telles que faire un projet, apprendre en lisant et me préparer à mon cours. Les stratégies cognitives. Ce sont des pensées et des actions permettant à l'apprenant de s'engager dans une activité telle que l'apprentissage par la lecture. Voici un exemple de typologie de stratégie reliée aux connaissances à acquérir en fonction des situations d'apprentissage. On voit ici, par exemple, dans la situation d'écouter un cours, ça sollicite des connaissances déclaratives, ça requiert le processus de sélection, répétition, élaboration et organisation de l'information. Et on trouve dans cette typologie des exemples de stratégies associées à chacun des processus identifiés. Basson, Hessel et Hessel-Schlatter décrivent les difficultés des élèves sur le plan cognitif. Ils nous disent que les élèves en difficulté d'apprentissage se distinguent des élèves performants, en particulier sur leur comportement stratégique face à l'apprentissage. Ils utilisent généralement moins de stratégies ou ils les utilisent de manière inefficace. Ils appliquent parfois des stratégies qui leur demandent trop d'efforts cognitifs ou qui ne leur permettent pas de résoudre plus facilement le problème. Ils ne se rendent cependant souvent pas compte de l'inefficacité de leur démarche et persistent dans une manière de procéder infructueuse. L'utilisation efficace de stratégies demande aussi un certain degré de connaissance métacognitive ou métaconnaissance, comme définit Flavel et Wellman. L'élève doit non seulement connaître des stratégies, mais il doit aussi connaître les situations dans lesquelles elles peuvent être utiles et la manière dont elles doivent être appliquées dans diverses tâches. Ces connaissances métacognitives sur les stratégies ne suffisent pas à elles seules. L'élève doit également développer des moyens pour contrôler l'application des stratégies et évaluer leurs effets dans une tâche donnée. On parle ici de stratégie métacognitives ou de fonctions exécutives dans le présent cours de stratégie d'autorégulation de l'apprentissage. La métacognition joue ainsi un rôle important dans l'apprentissage, comme on l'a vu antérieurement dans cette présentation. Donc, il y a plusieurs conditions pour utiliser des stratégies cognitives dans les facteurs cognitifs. Il faut connaître les stratégies, comme on l'a vu précédemment. Et il faut aussi être capable de les mettre en œuvre, et ceci en fonction des situations d'apprentissage et en fonction des objectifs de l'élève. Une étude réalisée auprès des élèves en difficulté d'apprentissage en classe de cheminement particulier et des élèves en classe ordinaire montre que les premiers mentionne utiliser des stratégies cognitives et d'autorégulation appropriées à la situation, en général de manière faible.
Ce qu'ils disent faire le plus souvent consiste à recourir à des stratégies cognitives de lecture du texte, comme lire les titres, à des stratégies de contrôle, comme revoir les consignes, et à des stratégies d'ajustement, comme relire les informations lors de problèmes. Les stratégies moins mentionnées par ces élèves sont en moyenne les stratégies de planification, les stratégies cognitives de traitement des idées dans le texte et les stratégies d'auto-évaluation. Ce portrait, qui met l'accent sur la lecture et l'ajustement, est en lien avec les stratégies les plus souvent mentionnées par les élèves, soit lire le texte en premier sans planifier et demander de l'aide pour s'ajuster en cas de problème. Deux particularités différencient les élèves en difficulté en classe de cheminement particulier de ceux qui sont en classe ordinaire lorsqu'ils lisent pour apprendre. Ils veulent finir le plus vite possible ou lire le moins possible et recourir à tout moment à l'aide d'autrui. On voit bien dans ce portrait que dans ce contexte, les élèves ont peu de ressources pour s'engager dans l'activité et heureusement, ils souhaitent recourir à l'aide d'autrui. Ceci montre qu'ils n'ont quand même pas encore tout à fait abandonné l'idée de réaliser l'activité avec succès. Donc, un portrait qui montre de grandes faiblesses dans le contexte d'élèves en difficulté scolarisés en classe de cheminement particulier. Les difficultés sont donc au nombre de 4 et selon 2 catégories particulières. La première difficulté sur le plan des stratégies relève des connaissances métacognitives. Connaître d'abord un vaste répertoire de stratégies pour pouvoir s'adapter à différentes situations. Est-ce que l'élève connaît un vaste répertoire de stratégies? Et c'est un problème chez plusieurs élèves en difficulté. On doit aussi connaître les démarches de mise en œuvre des stratégies. Comment faire un résumé? Comment remplir un tableau d'organisation, etc. Ces connaissances demeurent déclaratives ou elles demeurent théoriques. Les 2 autres sources de problèmes concernent la mise en œuvre des stratégies. Comment mettre efficacement en œuvre une stratégie dans l'action? Comment se fait le résumé dans un travail de résumé au moment de le réaliser? Et on doit aussi reconnaître quand et pourquoi utiliser la stratégie. Ceci réfère au transfert. Reconnaître les situations dans lesquelles je peux utiliser les stratégies. Dans le modèle, le processus d'apprentissage qui sollicite l'ensemble du cycle d'autorégulation avec l'interprétation des exigences de l'activité, les objectifs personnels, la planification, la mise en œuvre de stratégies, contrôle et ajustement et la performance, seul ou avec les autres dans l'action, et ceci est médiatisé par les facteurs affectifs que l'on verra dans ce... Et ça relève bien sûr du bagage de l'apprenant. Les facteurs affectifs. La motivation repose sur 3 perceptions, dans le cas de l'apprentissage en contexte scolaire, selon Viau. D'abord, la perception de la valeur d'une activité. Pourquoi faire ce que l'enseignant me demande de faire? Il s'agit d'un jugement qu'un élève porte sur l'intérêt ou l'utilité de cette dernière, et ce, en fonction des buts qu'il poursuit. Un élève sans but peut difficilement valoriser une activité. On a des buts d'apprentissage lorsqu'on valorise une activité parce qu'elle permet d'en connaître davantage sur la matière. On a des buts de performance lorsqu'on veut réussir une activité pour la note, le diplôme, etc. L'élève qui poursuit des buts d'apprentissage ou des buts d'apprentissage et de performance est motivé. Celui qui se démotive le plus rapidement est celui qui a seulement des buts de performance. Quand la performance n'est pas au rendez-vous, ça démotive l'élève, alors que s'il a une faible performance, mais aussi des buts d'apprentissage, la motivation peut demeurer. L'élève dont les aspirations ne sont pas claires et dont les buts pour les réaliser ne sont pas bien étalés dans le temps, une perspective future, est plus en mesure de ne pas percevoir la valeur d'une activité, même si celle-ci lui rapporte immédiatement de la satisfaction.
Deuxième perception, perception de la compétence à accomplir une activité. Est-ce que je suis capable? Perception de soi par laquelle, avant d'entreprendre une activité, on évalue ses capacités à l'accomplir de manière adéquate. Processus d'auto-évaluation, performance antérieure, commentaires des enseignants et des parents. La faible opinion que certains élèves ont de leurs compétences les amène à vouloir éviter et à abandonner rapidement les activités qui leur sont proposées. Les échecs scolaires peuvent avoir un effet démotivationnel grand et amener les élèves à être en colère, à être passifs ou à éviter la tâche. Illusion d'incompétence. En contexte scolaire, un décalage négatif prononcé entre les capacités de l'élève, mesurées par des tests standardisés de capacité cognitive, et l'évaluation qu'il fait de celle-ci. L'élève persiste à considérer que ses capacités d'apprendre sont limitées et la perception de compétence qu'il rapporte est inférieure à celle des autres élèves. Il s'agit donc des élèves qui ont un potentiel, qui ont des capacités cognitives et qui se perçoivent quand même incompétents ou peu compétents. Troisième perception, perception de la contrôlabilité face à une activité en milieu scolaire. Est-ce que j'ai mon mot à dire? Il s'agit du degré de contrôle qu'un élève croit exercer sur le déroulement d'une activité. Ceci réfère aux attributions causales développées par Weiner, par exemple le lieu de la cause, la stabilité et le contrôle. Un élève qui perçoit qu'il a peu de contrôle sur son apprentissage ne s'intéresse qu'à certaines parties de la matière et se donne généralement comme tâche de les mémoriser plutôt que de les comprendre. La liberté de déterminer son propre environnement d'apprentissage ne convient pas à tous les élèves. Les plus faibles s'en trouvent souvent désavantagés. Les stratégies pédagogiques mises de l'avant avec les élèves plus faibles sont souvent celles qui contrôlent davantage le travail de l'élève. C'est ainsi que leur liberté de déterminer leur propre environnement d'apprentissage se trouve désavantagée. Regardons les résultats de l'étude portant sur les élèves raccrocheurs, cette fois au regard de leur perception motivationnelle. Pour rappel, il s'agissait d'évaluer la réaction des élèves par rapport à 5 situations d'apprentissage à l'école. À la question portant sur les sentiments de compétence, les élèves ont surtout répondu qu'ils se sentent capables de bien réaliser l'activité de passer un examen. Les réponses sont très favorables à 89% du groupe. Maintenant, en ce qui concerne la perception de contrôle, on remarque que ce sont les situations suivre un cours et réaliser un projet qui obtiennent le meilleur score, mais c'est quand même aux 2/3 des répondants. À noter ici que seulement 35% des élèves ont considéré que la réussite dépend d'eux dans le cas de passer un examen. Maintenant, en ce qui concerne la perception de la valeur de l'activité et sur son importance, bien, sans surprise, ce sont les situations d'étudier en vue d'un examen et de passer un examen qui sont importantes. Alors, on peut remarquer ici que les élèves pensent que ça vaut la peine d'étudier et de passer un examen. Ça a une grande valeur et aussi ils se sentent quand même compétents pour le faire. Alors, ce sont des élèves habitués à faire des examens. Maintenant, quand on leur demande la perception de la valeur, mais cette fois sur leur intérêt, il s'agit de la situation Lire pour apprendre qui sort avec le meilleur résultat, autour des 2/3 des répondants aussi. Donc, c'est intéressant de voir que dans cette situation, ils ne se sentent pas tellement compétents, ou en tout cas moins compétents que dans d'autres situations. Ils voient moins de contrôle et de valeur sur le plan de l'importance, mais c'est un intérêt qu'ils manifestent. Donc, on voit que ces 5 situations montrent des différences importantes. Voici les problèmes reliés à la motivation, les conséquences de la perception de la contrôlabilité. Par exemple, un élève qui voit peu de contrôle dans son travail et dans son environnement de travail attribue une performance aux facteurs hors de son pouvoir. Et la performance résulte de facteurs stables, comme « c'est mon intelligence ». Le choix des activités
Ils vont choisir des activités présentant un minimum de risque quand ils perçoivent de l'incontrôlabilité. Par exemple, si je pense que le succès dépend de la chance, je vais choisir une activité où la chance a le moins de probabilité d'affecter ma motivation. Sur le plan de traitement de l'information, traitement mécanique, disjonction des informations, c'est-à-dire que je ne tente pas de comprendre ce qui se passe, mais seulement d'en mémoriser les parties ciblées. Et dans la participation, ce sont des stratégies défensives, abandonner, en faire le moins possible, lire vite, etc. D'autres problèmes reliés à la motivation, problèmes reliés à la transition scolaire. Gertner et Genoux nous montrent que l'évolution est à la baisse durant l'adolescence de la motivation scolaire. Cette évolution n'est pas totalement homogène. Des baisses très nettes s'observent autour de la transition de l'école élémentaire à l'école secondaire. Le mouvement est ensuite à la baisse et tend de se ralentir et à se diversifier entre 14 et 16 ans. Après 14 ans, la baisse de la volonté d'apprendre et de l'utilité perçue des apprentissages scolaires se poursuit. L'attrait de l'école ou le sentiment de compétence en mathématiques ou en français n'évolue plus significativement entre 14 et 16 ans. Rappelons que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans au Québec et que plusieurs élèves abandonnent à 16 ans, ce qui fait que les élèves qui restent ont habituellement une motivation un peu plus élevée car ils anticipent la fin du secondaire et l'entrée au cégep. Les élèves qui restent dans le système scolaire présentent un degré de motivation moyen et élevé. Selon les domaines d'apprentissage, dans leur sillage, Gottfried, Fleming et Gottfried révèlent alors que la baisse de motivation à l'adolescence ne touche pas tous les domaines avec la même intensité, particulièrement visible en mathématiques et dans une moindre mesure en lecture et en sciences. Cette baisse n'est pas significative dans les domaines des sciences sociales et de l'histoire, par exemple. Problème lié à la procrastination selon Berger 2021. La tendance à la procrastination augmente significativement entre les degrés scolaires 1 et 4. Ainsi, face à une plus forte tendance à reporter leurs travaux scolaires au lendemain, ils ne mettent pas en place des facilitateurs pour autant. Si l'on conjugue ces conclusions avec la tendance à une détérioration de la motivation à apprendre au cours des années de scolarité, l'on obtient un portrait peu flatteur qui révèle un défi pour les enseignants. Impuissance acquise selon Seligman. Il s'agit d'une réaction d'abandon de la part de l'élève qui est provoquée par la croyance que quoi qu'il fasse, il n'arrivera à rien. Il s'agit d'une perception d'incontrôlabilité extrême. Les élèves qui éprouvent de l'impuissance apprise ont tendance à attribuer leur succès à des causes externes comme la chance ou la bonne humeur de leur enseignant, par exemple, et leurs échecs à des causes internes comme des capacités intellectuelles. Leurs échecs les conduisent ainsi à se diminuer et ils n'accordent aucun crédit à leur succès. Afin de conserver une image intelligente d'eux-mêmes aux yeux des camarades, certains élèves évitent d'entreprendre des activités qui comportent un certain risque d'échec, ou encore, ils choisissent d'accomplir des activités très difficiles où échouer est inévitable. Problèmes reliés aux émotions, anxiété scolaire. L'anxiété scolaire est une inquiétude provoquée par de l'incertitude ressentie par un individu face à des situations qui peuvent lui nuire. Les composantes sont cognitives et affectives. La composante cognitive est la plus importante. Elle consiste en des pensées obsédantes négatives que l'élève entretient pendant les activités scolaires. Par exemple, je ne serai pas capable, je ne réussirai pas, je vais échouer, mes parents vont être déçus, j'aurai des pénalités, j'aurai des conséquences, etc., etc. La composante affective s'observe par une fréquence cardiaque qui augmente, les mains qui sont moites, les tremblements. La composante cognitive est celle qui fait maintenir un état stable par rapport à cette anxiété plutôt que temporaire. Par exemple, au début d'une activité d'évaluation,
Il y a de la fébrilité dans l'air dans un groupe. Dès que l'examen ou que l'évaluation débute, les personnes concernées se concentrent et se mettent à la tâche. Alors on sent descendre cet aspect affectif de l'anxiété, ces manifestations, pour passer à des comportements de concentration et d'attention. Facteurs d'influence, perception de soi et de sa compétence faible, perception attributionnelle probablement externe et stable, manque de stratégie d'étude, environnement scolaire et influence des parents qui peuvent renforcer cette anxiété. Les conséquences, ça nuit à l'apprentissage, une attention réduite, l'élève ne capte pas toutes les informations essentielles, il a de la difficulté à accomplir une tâche et il peut développer des stratégies d'évitement. Le processus d'apprentissage de l'apprenant et les difficultés à apprendre, comment le processus, justement, peut jouer dans la dynamique qui s'installe de difficultés d'apprentissage quand on regarde l'interaction entre ce processus et un contexte qui est proposé à l'élève. Différents facteurs cognitifs et affectifs jouent dans ce processus, que ce soit dans le cycle d'autorégulation de l'apprentissage, avec des stratégies inadéquates, lacunaires, etc., ou encore dans une faible perception de compétences ou la présence d'émotions qui jouent comme obstacle dans cette dynamique. Donc, l'important est bien de regarder comment ce processus, rendu possible par le bagage que l'élève a cumulé, son histoire scolaire, est mobilisé dans le cadre d'activités scolaires. Conclusion. Pour comprendre et expliquer les difficultés à apprendre, il est important d'en approfondir les divers facteurs qui représentent l'interaction contexte-individu. La présentation a exposé les principaux facteurs de l'individu qui permettent d'approfondir l'une des catégories de facteurs contribuant à expliquer les difficultés à apprendre, soit le bagage, selon les connaissances antérieures et métacognitives, le rapport au savoir et les expériences, et le processus d'apprentissage, selon les facteurs cognitifs et affectifs. Cette présentation montre comment les facteurs de l'individu se trouvent à être contextualisés à une activité ou à une tâche scolaire. Prendre en compte les facteurs de l'élève pour expliquer les difficultés à apprendre est essentiel, mais non suffisant pour expliquer les difficultés à apprendre. Ne prendre en compte que les facteurs de l'élève consisterait en une grave erreur. Les références suivent, de même que l'annexe comprenant des exemples de stratégies cognitives.